Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. On va pouvoir passer au sujet intéressant. Ouais, À notre c'est petit Naitis qui dossier. insistait, hein, c'est son sujet, elle, hein, je la laisse maîtriser, allez, vas-y. Non, t'étais super hypé quand j'ai lancé l'idée. C'est faux. Ah bon? C'est faux. Je connais pas, moi. JDR, c'est quoi ça? Non, ouais. Du coup, on va vous apprendre ce qu'est le JDR pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient découvrir à quoi ça correspond. Alors, je pense pas que les gens connaissent pas aujourd'hui, il y en a tellement partout, je pense que les gens en ont entendu parler, mais oui, on a eu des petits retours sur le fait qu'il y a des gens qui savent pas vraiment ce que c'est, ou qui osent pas se lancer, ou qui se disent c'est un univers un peu étrange. Alors c'est vrai qu'on s'est dit, c'était l'idée de Naitis de faire un petit docu sur c'est quoi le JDR, comment ça se joue, et est-ce qu'au final c'est accessible, ou est-ce qu'on est des gens très bizarres quand on fait du JDR? On va répondre à toutes ces questions. Et concernant la question de est-ce qu'on est bizarre, la réponse est oui. Oui. On commence par la base. Alors ensuite, Naitis, tu peux me dire si tu veux reprendre la parole, etc. T'hésites pas, parce que c'est vrai Je que compléterai, je te couperai, t'inquiète pas. c'est principalement moi qui ai écrit l'article. Du coup, forcément, c'est moi qui vais beaucoup parler, sachant que je pense que tout le monde sait que je suis une pipelette, donc. Tu es un MJ. Exactement, voilà. J'ai un score de 19 en charisme, c'est la base. T'as un problème, toi? Ça se fout de ma gueule en backstage, hein, globalement. Oui, parce qu'elle connaît pas le JDR. Oh oui, j'ai vu, ouais, je connais pas du tout, et bien sûr. C'est elle qui teste toutes les créations de personnages. Moi, je les teste d'abord d'un côté quand j'ai un nouveau jeu de rôle, et ensuite je lui dis tiens, j'ai besoin de quelqu'un qui y connaît rien, vas-y, teste le personnage. Allez hop. La bêta testeuse officielle. Exactement, mais c'est très pratique, parce que comme ça, quand on arrive devant les autres joueurs, ça va plus vite. Bref, alors, on commence. Le jeu de rôle, c'est quoi? Donc, le JDR, le jeu de rôle, qu'on va appeler JDR pour faire plus simple, c'est une activité ludique. C'est peu ou prou la même chose qu'un jeu de plateau ou un jeu vidéo. Et on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que les joueurs vont se retrouver autour d'une table pour vivre des aventures. Alors, quand je parle de jeu de plateau, on ne va pas vraiment parler du Monopoly. On est déjà plus proche du Cluedo, mais globalement, on va parler de jeux peut-être un peu plus j'allais dire évolué, c'est pas le terme parce que le Monopoly c'est très bien, mais plus actuel. C'est-à-dire du coup, on est entre le jeu de plateau avec des règles, avec des pions, avec des dés. Et salut Yanis, si on déteste, ouais mais toi t'es relou, tu sais pas t'amuser. Tu peux jouer quelqu'un de grincheux, t'inquiète pas. Exactement, je suis sûr qu'en plus lui, il est tellement doué, il est tellement prêt à casser la baraque, je suis sûr qu'il serait incroyable dans le rôle. Donc, on est sur le côté vraiment, on a des règles de type jeu de rôle papier, enfin jeu de plateau papier avec des dés, des pions, etc. Et de l'autre côté, plus proche de l'interactivité d'un jeu vidéo avec plus de scénarios, plus de place pour l'inventivité. Le principe est... Ah oui, l'inventivité. Oui. Ouais, par contre, il faut avoir une grosse dose d'imagination. Le principe est simple, un joueur va incarner un personnage. C'est-à-dire comme lorsqu'on est des enfants et qu'on dit on veut jouer au chevalier, on veut jouer à la princesse et on joue dans la cour de récré. C'est un peu le même concept mais pour adultes. Un de ces joueurs du groupe que vous allez former va endosser un rôle particulier, celui de maître du jeu, le MJ, qui possède en fonction des cas. Voilà, moi je suis MJ de carrière parce que pourquoi je suis MJ de carrière? Parce que j'avais pas de joueur. Du coup, comme j'avais pas de joueur, il fallait quelqu'un pour être le MJ. Donc j'ai choisi MJ parce que c'est plus facile de trouver des joueurs. C'est comme jouer tank dans un MMO. Voilà. Et d'ailleurs, pour info, je suis tank dans les MMO et je suis healer. Voilà. Le maître du jeu a pour rôle d'être l'arbitre des aventures que vont vivre les joueurs. Son rôle, c'est de décrire les événements, le cadre, les personnages non-joueurs, les fameux PNJ et les opposants. Et c'est lui qui, globalement, va écrire ou trouver un scénario, des personnages, et qui va amener les joueurs à vivre des situations et écrire le destin des personnages qu'ils vont incarner dans ce monde fictif. Genre, toi, aujourd'hui, tu meurs. Il y a une grosse bestiole, elle te balance contre le mur. Voilà. Pardon, je suis traumatisée.
Voilà, par exemple, je vais prendre un exemple. On a un guerrier nain qui est avec une hache, il la jette, malheureusement, il fait un gros échec, la hache part en arrière, et du coup, il y a un alphelin qui se fait zigouiller et qui tombe dans une fosse. Bon, shit Hashtag, happens. t'as lâché Voilà, la régie. voilà, la MJ qui va me mute. Alors, Calcifir qui. Alors, on va remonter. Alors, bon, là, du coup, oui, on est content de voir Yanis. Ouais, je suis très content de te voir, salut gars. Sonata n'a pas d'amis, en effet. Calcifir qui dit le rôle du MJ c'est d'être sadique et d'essayer de tuer ses joueurs. Ah non, ça c'est moi, oui. Et de Oui. tuer particulièrement Stalage dans notre groupe. Alors, je ne triche jamais. Par contre, je vous jure, j'essaye de tuer mes joueurs et pour une raison inconnue, je suis voué à ne jamais réussir. Je me rappelle d'un chandelier. Je crois que c'était hors live. Oui, c'était hors live, mais la blague reste toujours drôle. Donc, en quoi c'est fun de faire du jeu de rôle? Alors, le principal avantage pour moi du jeu de rôle par rapport à un jeu vidéo, un film ou un jeu de plateau, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. Vous pouvez jouer absolument ce que vous voulez. Vous voulez jouer dans un monde médiéval fantastique, ah bah il n'y a pas de problème, c'est plus ou moins la base du concept. Hein. Dans le Trône de Fer, ah bah il y a un jeu de rôle du Trône de Fer, d'ailleurs je crois qu'il y en a deux. Cyberpunk 2077, il y a le jeu de rôle officiel. Mon petit poney aussi, ça existe vraiment. Il est trop bien, je veux le faire. Oui, c'est pas une blague. Voilà, Aventure à Ponyland, ça s'appelle. Donc, du coup, il y a vraiment tout. Et puis ensuite, vous avez des jeux de rôle qui servent à simuler plus ou moins ce que vous voulez. Et vous pouvez faire votre aventure. Là, il y a des gens, je me baladais sur Internet, des gens ont sorti les stat blocks pour jouer à Expédition 33 dans Donjons et Dragons. Au calme. Je veux un JDR Parce sur ce jeu. Pardon. c'est une source. Je ne serais pas étonné que ce soit le cas. Parce que vu comment c'est bien écrit, les gars, c'est des gros risques. Je pense que c'est le médium au potentiel infini pour faire à peu près ce que vous voulez. J'ai un jeu de rôle dans lequel vous jouez des mantes mutantes qui partent se faire défoncer par un hachoir à viande pour survivre à une arène et ensuite aller vivre des aventures dans un monde où la mer est faite de pétrole et où le dirigeant du monde, c'est une divinité qui s'appelle l'Androgyne Roi. Ça n'a aucun sens. Aucun. Voilà. C'est fait pour être joué sous champi. Et je déconne à peine. Mais du coup, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des jeux de rôle avec où vous jouez des femmes militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale qui conduisent des bombardiers en Russie. Et il est incroyable. Et tu as comme le barbare qui te parle la nuit. Non, moi, c'est Winnie l'ourson qui vient de demander si globalement j'ai passé des accords avec Mickey Mouse. Voilà. Ok. Donc, alors, il y a beaucoup de gens qui sont perplexes quand on parle de jeux de rôle parce que bah, c'est vachement moins visuel que de jouer à Red Dead Redemption. Et ça fait beaucoup plus appel à l'imagination. S'il y a un truc que je vais dire et que je dirai toujours et que je défendrai, il n'y a pas de souci à être dubitatif, mais il faut essayer au moins une fois. Parce que même si ça semble étrange, j'ai eu des expériences qui me disent que les gens les moins enclins à trouver ça intéressant sont ceux qui sont le plus éclatés. 2 anecdotes très rapides. Des copains à moi qui voulaient faire une partie et un mec qui décide d'amener sa copine pour la première fois. Elle était prof d'école et elle était mais imperméable. Elle disait je viens vraiment là pour lui faire plaisir parce qu'il voulait qu'on soit ensemble et que ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Un peu comme la sodomie. Ça passe sur Twitch hein. On dirait. Une partie de loup-garou bien narrée, c'est un bon début de JDR. Oui, je considère que le loup-garou, c'est une forme un peu épurée du JDR, mais complètement. Et donc, cette prof qui était vraiment pas très perméable au truc et qui était vraiment dubitatif sur l'expérience, et je lui ai fait jouer à un jeu dont je parlerai d'ailleurs en dessous, qui s'appelle Tranchons et Tracons. C'était la personne la plus à donf sur la table. Parce que la première question qu'elle m'a posée, c'est « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et je regarde droit dans les yeux, j'ai dit « Ce que tu veux. » Tu fais ce que tu veux. Imagine que tu es dans la tête de ton personnage, que là, tu es dans le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que tu ferais? Et c'est elle qui a tenté les trucs les plus fous de la partie, et elle a kiffé sa vie. Et à la fin, elle m'a dit, ce serait super de mettre ça dans une école. J'ai fait oui. Et franchement, ça serait trop bien, ouais.
Et deuxième anecdote, j'ai animé des tables en convention, et pendant qu'un pote se barrait avec deux gosses de deux parents, les deux parents m'ont regardé droit dans les yeux et ils ont fait bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, ça va durer 1 heure et demie. Bah, moi, j'ai dit, bah, écoutez, j'anime une table pour débutants, est-ce que ça vous intéresse? Ah, ils étaient vraiment pas chaud. Il y a deux briscards de Donjons et Dragons, première édition, qui ont débarqué, qui ont dit, oh, tu fais du jeu de rôle, etc. Oui, bah, eux non plus, ils étaient pas chauds parce qu'ils avaient joué qu'à Donjons et Dragons, quoi. Je vous dis, écoutez, les gars, vous venez avec moi. Au pire, vous avez perdu 1 heure, au mieux, on s'éclate. Les mecs, ils étaient convaincus. C'était incroyable. C'est la meilleure partie que j'ai animée en convention. C'était trop, trop fun. Les parents, ils y connaissaient rien. Du coup, ils étaient à donf, ils écoutaient. Et les deux gars, ils étaient à fond dans le RP. Ils les aidaient à comprendre les règles et tout. Et jouer à Tiny Dungeon, ça les a éclatés. C'était incroyable. Une expérience formidable. Ouais. Ok. Bonjour, Honor. Non, mais avec le Salut loup-garou, le Seb. MJ n'a même pas besoin d'agir. Il y a des victimes le premier soir, toutes désignées. Au pire du premier jour. Ouais, le premier qui parle, globalement. Non, il y a une victime toute désignée qui vient de parler du coup. Tout le temps. Pour info. Il se fait Tu tuer peux à quand même chaque fois. baisser. Tu peux baisser ton pantalon pour faire diversion. Voilà, c'est devenu la technique signature de quelqu'un. Voilà. Moi, Tu peux dire que tes collègues sont morts alors qu'ils sont vivants. Exactement, voilà. Le bullshit peut être ta spécialité, quoi. Suite demain. Donc, globalement, je trouve que une des plus grandes sources de plaisir des joueurs, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est que les idées les plus farfelues sont faisables du moment qu'elles sont vraisemblables dans le milieu. Et plus l'univers est fou, et plus il y a de règles un peu obscures comme la magie, la technologie surdéveloppée, plus en fait ils peuvent commencer à te poser des questions du type ouais, est-ce qu'on peut faire ci, on peut faire ça? Et au final, c'est ça le plaisir, c'est les joueurs vont poser des questions sur qu'est-ce qu'il est possible de faire pour essayer de trouver la situation la plus avantageuse pour eux, pour se tirer de situation. Et comme il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de règles définies par un créateur, par des pions dans une boîte comme sur un jeu de plateau, si vous désirez coller un pain au tavernier parce qu'il a insulté votre vertu, eh ben vous pouvez. Euh, et Et en plus de ça, un des trucs qui souvent, alors là je parle vraiment plutôt du côté débutant, un des trucs qui vient souvent intéresser les nouveaux joueurs, c'est les récompenses. C'est-à-dire que vous vivez une aventure, vous prenez des risques, c'est pas pour rien. Vous avez du loot, vous avez de l'expérience, des niveaux, des compétences, et globalement, bah, il y en a plein qui kiffent ça, et je vais certainement pas leur jeter la pierre. Moi aussi, j'adore Oui. récupérer de la thune. Donc, Toujours. et une des grosses forces, c'est qu'il y a des joueurs qui aiment le scénario, il y a des joueurs qui aiment aller récupérer du loot, et il y a des joueurs qui essaient de récupérer tous les petits orteils de toutes les femmes rousses de la ville. Voilà. Chacun y trouve son compte. Hein. Un Voilà. peu fou, ça. Actuellement, j'ai quelqu'un qui collectionne les dents dans Morgborg. Voilà. Pourquoi pas? Pour s'en vingoler. Mhm. Cette personne-là. Voilà. J'adore. Je rajouterais pour ceux qui ont peur de manquer d'imagination parce qu'ils ne visualisent pas les choses comme moi. Vous inquiétez pas, ça vous empêche pas de jouer. Non. Pas besoin Et de visualiser. ça reste une expérience de groupe. Ce qui est rigolo, c'est que le MJ va vous lancer une perche, c'est-à-dire une situation. Un joueur va rebondir, va trouver une idée. Un deuxième joueur va rebondir sur cette idée. Le troisième joueur va rebondir sur cette idée. Et Kestis va baisser son froc. Voilà. Donc, Non, va te dire qu'on est mort. ouais, voilà, par exemple. Donc, bon. Tipo qui dit il y a un sens dans le disque monde. Ah, bah oui. Ah, le disque monde, c'est ultra cohérent comme univers. C'est le bordel. Mais c'est ultra cohérent. Un bordel peut être organisé. Du coup, bah bon, c'est bien mignon, mais le MJ dit pour rigoler, vos amis sont Ils sont morts. morts. Oui. Et Kestis dit oui. Oui. Les amis sont morts. Putain, merde. Et là, tout le monde en mode what? Bon, alors, la question à 10 000 pièces d'or, comment ça se joue? Parce que c'est bien mignon tout ça, mais comment ça se joue? Alors, c'est un très très vaste sujet sur lequel on va à peine gratter la surface de la 100 millième couche de peinture. C'est pour ça que là, ce que je vais vulgariser, mais à l'extrême de l'extrême de l'extrême. Donc, on va prendre un exemple commun et qui est l'exemple, si vous débutez, que vous risquez de rencontrer le plus, c'est-à-dire le jeu de rôle médiéval fantastique et globalement le champion du game Donjons et Dragons.
c'est pas forcément mon jeu de rôle préféré. C'est un jeu de rôle qui est très très bien. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, ça reste le jeu de rôle le plus démocratisé et le plus présent. Donc, c'est le jeu de rôle pour lequel vous trouverez le plus de matériel et c'est celui qui a des systèmes de règles les plus iconiques au monde. C'est pour ça que je l'ai pris en exemple. C'est intentionnel. Donc, dans la plupart des jeux, des outils sont mis à disposition des participants du jeu pour établir un cadre et créer des règles de jeu fun. Parce que, quand même, on est autour de la table, globalement, c'est pour s'amuser. Donc, le premier outil, globalement, c'est marrant, j'en ai plein autour de moi, c'est des bouquins. Parce que comment qu'on joue au rôle, où est-ce qu'on joue, qu'est-ce qui se passe, faut bien l'écrire quelque part. C'est la règle du jeu des jeux de société, on va dire. Exactement. C'est à la fois règle du jeu, à la fois livre d'univers et parfois même livre tout court. Il y a des jeux de rôle sur lesquels il y a des parties narrées, etc. Si on déteste s'amuser, on peut jouer quand même. Mais qu'il est insupportable. Il a la forme de tu répètes. T'es pas censé rédiger un rapport, toi et donc, le livre, c'est votre premier outil, parce que c'est celui qui va définir le cadre. Si vous prenez Donjons et Dragons, vous définissez un cadre médiéval fantastique avec beaucoup de magie, dans lequel vous allez jouer avec des D20 principalement. J'y reviendrai pas. Si vous prenez l'appel de Cthulhu, vous allez jouer en moyenne en 1920 dans un univers bien plus proche de notre réalité, dans lequel il y a des horreurs cosmiques qui dorment parmi nous, et vous allez découvrir les horreurs cachées derrière les secrets de l'humanité. Si vous jouez à Cyberpunk 2077, le jeu de rôle, vous allez jouer dans l'univers de Cyberpunk, avec de la technologie, avec des épées God qui... Voilà, tout ça, tout ça. Ça définit ce que vous pouvez et voulez jouer. Oui, oula, c'est super français. Et ce que vous voulez jouer. Vous pouvez sortir des carcans et casser un peu le truc, mais quand vous êtes débutant, vaut mieux suivre les règles dans un premier temps. Donc, une fois que vous avez ces livres, votre premier exercice, quand vous êtes joueur, c'est de créer votre personnage. Donc, un personnage... Ouais, c'est la partie souvent que les gens ils aiment. Enfin, il y a des gens qui détestent ça. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'adore ça. Donc, un personnage, souvent, c'est défini par un tas de caractéristiques. C'est-à-dire, du coup, la force, l'adresse, l'intelligence, et tout un tas de compétences ou de talents qui vont vous donner, qui vont donner des tremblements aux amateurs de tableau Excel. Voilà. Le but de cette opération, c'est de définir ce que le personnage sait faire, ce qu'il est capable d'accomplir, et ce qu'il sait, mais que le joueur ne sait pas. C'est-à-dire que vous, en tant que joueur, vous avez une certaine psyché, vous avez une certaine manière d'aborder les situations. Il ne faut pas oublier que ça existe. Moi, globalement, je suis un homme blanc, hétérosexuel. Je peux m'amuser à jouer un tieflin, ce que je joue souvent d'ailleurs, un tieflin prêtre femme, à la sexualité extravertie, qui n'a pas vraiment de préférence de genre et qui aime se taper des cubes gélatineux. J'adore. Pourquoi pas ? Mais je serai toujours un peu moi au final. Mon humour sera toujours très proche de ce que je fais, même si je joue un rôle. Du coup, moi, je réagis d'une certaine manière. C'est toujours moi qui dicterai les actions de mes personnages. Mais mon personnage sait des choses sur cet univers. Il connaît peut-être une partie de son histoire. Il sait comment fonctionnent certains de ses objets. Il sait comment fonctionnent certaines formes de technologie qui n'existent pas chez nous. Il a aussi une certaine force physique qui n'est pas la même que la mienne. Si je décide de jouer un gobelin qui a 2 en force, moi, je suis capable de soulever un poids de 60 kg, lui, peut-être moins. Donc, bon, voilà, c'est pas ça définit ce que votre personnage fait dans la diégèse, dans l'univers qu'on est en train de créer ensemble. Et donc, voilà, là, j'avais noté ça en analogie. Si vous êtes pompier, vous pouvez jouer une fée magicienne. Et vous n'avez pas besoin de savoir faire de la magie dans la vraie vie, tant que votre personnage sait le faire. Voilà, pas besoin de savoir jeter des paillettes vous-même. C'est rassurant. On l'a déjà fait en tant que princesse. N'est-ce pas, Thibaut ? Enfin, la régie. Ouais, ça c'est un excellent exemple, voilà. Je suis désolé, mais dans la team princesse, il y avait une nana, quoi. C'était 90s. donc bon, c'est... Et toutes les autres étaient magnifiques.
C'était tous des princesses. Et moi, j'ai joué à la fois un sorcier noir, une autre princesse, des vieilles, des femmes, des enfants. Voilà, c'est du théâtre. C'est un peu comme le théâtre. Et pour ceux qui voudraient nous regarder en princesse, la régie Ouais. vous remet le lien. Je recommande, c'était des barres. Oh oui. Alors attends, qu'est-ce qu'on me dit au-dessus? Passe On demain, te tu veux dit faire. que Ah oui, c'est alors, trop bien de créer son perso et de passer des heures dessus, c'est comme dans comme les créer un RPG. perso sur certains RPG, quel bonheur de passer des heures à créer son perso dans le moindre détail. Eh ben, je suis d'accord. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, dans les RPG, dans les jeux vidéo, ça m'emmerde de passer des heures à créer mon personnage, alors que putain, dans un jeu de rôle, mais alors moi, être avec mon papier, mon crayon et ma calculatrice, mais qu'est-ce que je kiffe ça. Mais parce Moi, que j'aime bien justement, dans j'ai les deux. cette liberté. C'est que moi, j'ai cette liberté de créer aussi l'histoire autour de mon personnage quand je fais du jeu de rôle. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le jeu vidéo. Moi, juste créer un paquet de stats, ça m'intéresse moins. Mais alors, c'est 100% mon avis. Moi, je comprends les gens qui passent des heures sur la création de personnes. Donc, une fois que votre personnage est créé, bah, en fait, il n'y a plus grand-chose à faire, puisque votre personnage est créé. Vous prenez votre matériel, c'est-à-dire votre feuille de personnage sur laquelle vous avez noté vos informations sur ce qu'il est, d'où il vient, quelles sont ses statistiques, qu'est-ce qu'il sait faire. Un crayon, globalement, une gomme, des dés, et puis c'est parti, on joue. Des dés? Eh ben Le ouais, des cochon? dés. Oh, quelle transition. Donc oui, les dés. Donc globalement, tout le monde qui a joué au moins au Cluedo dans sa vie au moins une fois ou au Monopoly, il a vu des dés. Sauf que ces dés-là, c'est des dés de paysans. Donc voilà. Donc C'est ce qu'on utilise dans sur Bahamut. Hein. ouais, certes. Dans ce milieu très très étrange qu'est le rôlisme, les dés, nous, J'allais sortir le mien. on en a plein. Mais alors, on en a des caisses. Alors moi, j'en ai littéralement des caisses. Je dois en avoir une centaine. C'est terrible. Et des dés, bah, il y en a plein. Donc, le dé que vous connaissez, le dé à 6 faces, là, qui est dans la plupart des jeux, bah, nous, on appelle ça un D6, bah, parce que c'est un dé qui a 6 faces. Voilà. Mais des fois, on a besoin d'autre chose. Un dé à 4 faces, c'est un triangle. Il est horrible à faire rouler, celui-là. Ouais. Alors, il y en a qui ont inventé des dés à 4 faces, mais qui sont des espèces de petits rectangles, c'est un peu plus pratique. Et puis, bien entendu, le légendaire D20, qui est littéralement le symbole du jeu de rôle, le symbole des plus grands fous rires, des plus grandes réussites et bien entendu des pires échecs. Oula, Donc, oui. oh, ils sont jolis ces dés. Donc les dés, c'est ce qui sert globalement à motoriser tout ça. Le dé, pour moi, c'est le symbole de la magie du jeu de rôle. Parce que j'ai déjà fait un jeu de rôle où les joueurs sont dans le contrôle total de ce qui réussit, ce qui échoue. C'était une expérience très très intéressante, mais c'était aussi super bizarre. Parce que pour moi, l'instillateur du sel et de la tension du jeu, c'est le moment où on dit vas-y, jette ton dé, parce que c'est le moment où tout peut arriver. Le principe, c'est que votre personnage, il sait faire des choses, comme je vous l'ai dit, et il a des statistiques. Mais lorsque l'issue d'une situation est incertaine, c'est les dés qui choisissent comment ça se passe. Par exemple, si vous êtes dans une situation où vous devez essayer de forcer une porte qui est un peu trop dure pour l'ouvrir, et que votre personnage possède une certaine valeur de force, vous allez lancer un dé. Et en fonction du score que vous allez faire, ça va être une réussite, une très grande réussite, un échec, ou vous allez vous péter un orteil. Donc, c'est ça qui rend toutes les situations. Voilà, par exemple, un excellent exemple de Stalas, une blague mal placée et un chandelier. Et paf, on a un trou dans l'estomac. Voilà. J'ai un autre exemple. Un sort à lancer, un échec critique, une pluie de pièces éphémères. Oui, c'était beau ça aussi. C'est vrai que c'était pas mal ça. Voilà. Donc, les dés, c'est le sel du jeu de rôle. Donc, quand on dit qu'on lance les dés, on appelle ça souvent faire un jet de dés, un test, ou parfois, c'est un peu plus rare, un lancer, mais ça se dit un peu. Donc, ça consiste tout simplement à prendre les dés qui figurent dans les règles de la partie, de les lancer et de regarder la valeur par rapport aux règles qui sont stipulées dans le jeu pour savoir s'il y a une réussite ou non. Par exemple, actuellement, on est en train de jouer à Mahamot. Les règles sont très simples. Vous prenez 2d6, donc c'est-à-dire que vous allez avoir une valeur entre 2
et 12. Vous allez rajouter une de vos caractéristiques. Par exemple, pour cette histoire de porte, imaginons que vous avez 2 en force. Donc, vous lancez vos 2 dés et vous rajoutez 2 points. Si vous faites 9 ou plus, c'est une réussite. Si vous faites 8 inclus ou moins, c'est un échec. C'est plutôt simple. Pardon, je suis en train de lire des exemples dans le chat. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Ça, c'est bon, ça. Ils sont magnifiques. Alors, j'ai perdu 2 personnages sur des fumbles. Le premier qui a pris une tape dans le dos d'un ami au bord d'un puits, et le deuxième qui n'a pas réussi à grimper une corde. Ah ouais, ça c'est la loose. Alors, Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, fumble, échec critique. On en revient après, on y vient juste après. Ma meilleure anecdote de mort stupide, c'est que sur une partie d'exploration de donjon, alors comment il s'appelle ce jeu? Il est super connu, il est gratuit si vous voulez faire du dungeon crawling pour apprendre le jeu de rôle, c'est excellent. C'est le Temple des Serpents, je sais plus quoi. Je vous essaierai de vous le retrouver parce que c'est un super donjon. J'étais un barde. J'avais 4 points de vie. Pour information, le tank, il en avait 14. J'avais une mâchoire en verre. Genre, on me collait une claque, je tombais par terre. Donc, dans ce jeu-là, qui était un jeu à l'ancienne, à 0 point de vie, c'est la mort, c'est le décès. Il n'y a plus rien. Et il n'y a rien après. Voilà. et donc, le tank, pour une raison obscure, alors qu'il avait une classe d'armure de 16, c'est-à-dire qu'il fallait que les adversaires fassent 16 ou plus, enfin 17 ou plus sur un D20 pour le toucher. Et moi, j'avais une classe d'armure de 4. N'osait pas aller devant. Donc du coup, au bout d'un moment, j'avais plein le cul, c'est moi qui ai dit, j'avance. Je suis arrivé face à un puits, et là, le MJ me dit, il y a une main qui sort du puits, juste une main, qui saute, qui t'attrape la gorge, il calcule les dégâts, 5 points de dommage, j'étais mort. Ah merde. Voilà. Juste parce que t'es pas devant le groupe, quoi. C'était débile. Alors, Stalas qui dit ma mort la plus con, j'hésite entre nuage dans la tête et le chandelier quand même. L'action la plus stupide, un 1v1 contre un troll. Ce 1v1 contre un troll, je suis désolé, mais il était épique. Moi, j'adore le chandelier et après la discussion au paradis avant de revenir sur Terre. Ouais, non mais yeah. De l'anthologie. Oui. Alors, justement, elle a parlé de fumble. Bon, bah discutons-en. Donc, lancer un jet de dés, c'est sympa. Et ça permet de décider qu'est-ce qui réussit, qu'est-ce qui réussit pas. Quand ça réussit pas, souvent, c'est pas très intéressant de dire ça marche pas. Souvent, on dit ça. Moi, j'aime bien offrir une solution à mes joueurs. Ça marche, mais. Ou ça marche pas, et. Du type t'arrives pas à enfoncer la porte. Par contre, elle fait un gros bruit de grincement. Et t'entends du coup dans ce grand château silencieux que la garde a entendu et qu'elle commence à approcher. Ça rajoute du sel. Ou ça marche et t'es précipité. Est-ce que tu veux vraiment l'ouvrir cette porte? Oui, s'il te plaît. Pas de souci. T'as réussi à ouvrir la porte. Par contre, t'as utilisé ton arme pour essayer de forcer la serrure, mais ton arme s'est brisée en deux. Comment rendre le récit intéressant? Et du coup, le sel du dé, le moment où tout le monde s'éclate. D'ailleurs, ce qui est rigolo et ce qui est vraiment fun, c'est que les gens s'éclatent, que ce soit une réussite ou un échec, c'est qu'il existe 2 issues particulières dans la plupart de nos jeux de rôle, la réussite critique et l'échec critique. On va reprendre notre exemple de Donjons et Dragons. Lorsque vous lancez un dé et que vous faites 20, c'est une réussite critique. Votre personnage dépasse les espérances et fait quelque chose de formidable. Il peut le faire extrêmement vite, extrêmement bien. S'il est dans une situation de combat, l'adversaire se retrouve avec une blessure monumentale. S'il est dans une situation un peu banale, il peut peut-être gagner un avantage. Si par exemple vous êtes face à un groupe de gens et que vous essayez de les attirer avec une chanson, vous réussissez à attirer toute la place du village et votre pote le voleur, il n'a plus qu'à faire les poches. Il y a 1 milliard de situations possibles qu'un échec critique peut embellir. De l'autre côté du spectre, quand vous faites à 1 naturel, quelle que soit votre valeur de force, c'est la merde. Quand vous avez fait 1, vous échouez de manière monumentale. Quand vous faites un 1, le premier à rire, c'est le maître du jeu. Et globalement, à ce moment-là, lui, là, son imagination est bouillonne et il se dit « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir te faire vivre ?» À l'inverse, quand le MJ fait un 1, les joueurs rigolent.
Exactement, ouais, voilà, c'est ça, malheureusement, ça arrive. Parce que bah, les monstres aussi, ils ont des jets, les personnages non joueurs aussi, ils ont des jets. Parfois, même les environnements, ils ont des jets. Donc, bah, des fois, le MJ se chie aussi, il est en mode quel monde de merde. Bref. Euh, Quand t'as un chevalier et que t'es un incompétent alors que ton écuyer lui fait des réussites critiques en boucle, ah ouais, True Story, je l'ai vécu ça. J'attends qu'Astier écrive le JDR Camelot, le but avancé qu'avec des malus. Ouais, ça avait l'air rigolo. Ensuite, ça peut être tordu, mais c'est pour ça que c'est dur à écrire chanson de comme ça. Mhm. Sauf quand le 1 est fait par le MJ. Oui, bah ça, du coup, oui. Ok, c'est Tipo qui l'a dit. Stalas, on le fait à 2 MJ et on le prépare à. Je crois que la plus grande table, il y avait un truc genre 14 MJ. Et il y avait Wow. 200 joueurs. Enfin, c'était un truc colossal. Euh, donc, là, je vous ai résumé pour un type de jeu. En fait, il y a plein de manières de gérer les jets. J'ai vraiment pas le temps de vous expliquer toutes les règles du monde. Il y a des grandes écoles et des grandes catégories, comme Shadowrun et Forbidden Lands, qui fonctionnent avec un système de succès, c'est-à-dire que vous lancez ce qu'on appelle des brouettes de D6. Donc, vous pouvez lancer dans Shadowrun entre 5 et... Bah, le truc, c'est que Shadowrun, en fonction de votre spécialisation, vous pouvez lancer entre 5 et 25 D6. Donc, voilà. Et en Ok, gros, on ouais, compte... Voilà, et on compte les succès, c'est-à-dire le nombre de dés qui font 5 ou 6. Un succès, Hmm. c'est un 5 ou 6. Et le but du jeu, c'est de faire X dés qui ont 5 ou 6 par rapport à un niveau de difficulté. Donc si vous avez 4 de difficulté, vous devez essayer d'avoir au moins 4 ou 5 dés qui ont 5 ou 6 en valeur. Ou les jeux à dessin, que j'aime bien parce que c'est assez facile de se représenter nos chances de succès, comme l'appel de Cthulhu ou Warhammer, où là, dans vos compétences, vous avez une valeur vraiment 54, et vous lancez un dessin. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un dessin, c'est 2 dés à 10 faces. Et du coup, il y en a un qui fait la dizaine et il y en a un qui fait les unités. Et c'est plutôt facile quand je vous dis, bah voilà, vous avez 54 en adresse et qu'il faut lancer un caillou sur un interrupteur au loin. Bah, si je vous dis, bah, il n'y a pas de difficulté, donc c'est ta valeur de base d'adresse, bah, 54%, vous avez à peu près une chance sur deux. C'est assez facile de se représenter ces chances de succès. Et c'est un système que j'aime beaucoup, le dessin. Stalas nous dit Un un dessin. dessin qui esquisse un poil toutes les 5 minutes, c'est un dessin par exemple. Ouais. Ah ouais, hein. On aime. Mon T'es pas système ouf, de celle-là, karma est mais bon. rédigé. J'ai hâte. Sachez-le. Alors, on a parlé tout à l'heure de feuilles de personnages. C'est pas vraiment obligatoire, même si globalement ça arrête un peu le centre névralgique du joueur. Ça vous permet de décrire votre avatar dans ce monde fantastique, son nom, son âge, son histoire, ce qu'il est, ses caractéristiques, ses capacités dans 99% des cas. Ce qu'il a dans Euh, son sac. Exactement, ce qu'il a dans son sac, ses possessions, ses relations avec les autres personnages. Un personnage peut avoir plus 2 en force, moins 1 en intelligence, 58 en charisme ou 4D en empathie. Tout dépend du jeu et les valeurs sont tout le temps liées bah, du coup aux règles du jeu. Il y a même des jeux sans dés dans lesquels en fait vous commencez une partie avec un certain nombre de points de ressources et c'est à vous de les dépenser intelligemment pendant votre partie. Vous allez ajouter vos compétences comme est-ce que vous êtes acrobate, est-ce que vous savez faire du tir à l'arc, est-ce que vous êtes forgeron et du coup vous êtes doué dans la réparation des armes et armures pour arriver à réaliser une action. Et on note aussi certaines capacités particulières de son personnage, comme est-ce que c'est un magicien, est-ce qu'il a accès à certaines technologies, ou dans le cas de Cthulhu, les connaissances interdites. Et si tu es magicien et que tu invoques des créatures, tu as ta fiche de perso, la fiche de ta créature numéro 1, la fiche de ta créature numéro 2, de ta créature numéro 3, autant que tu veux. Bon courage. Arcos, si tu m'entends, tu ne recommences jamais. Donc... Mais non, ils étaient mignons ces dogos. Ouais, c'est vrai, mais il faut un jeu, c'est plus facile à gérer. Et puis voilà, dans les grandes lignes, en vrai, c'est à peu près tout. Il y a d'autres concepts, des jeux qui utilisent des cartes. Quand je vous présenterai Daggerheart, ce sera un peu le cas, même si c'est dans un système très épuré et très simplifié. Il y en a sur lesquels il y a carrément des vraies compétences et c'est des vraies mécaniques de jeu. Par exemple, récemment, dont je vous avais parlé, les lames du cardinal, qui utilisent un véritable système de tarot pour résoudre les actions. Il y a des jeux avec des jetons, il y a des jeux où on joue aux osselets pour résoudre les situations, c'est vraiment pas une blague. Wow. Ah ouais, non, mais il y a des trucs de fou. Il y a des jeux que j'aime beaucoup d'ailleurs, où on crée les univers de manière participative. Par exemple, Moss Ritter, où lorsqu'on commence la partie, on prend une feuille de papier et le MJ ainsi que les joueurs décident de construire l'univers ensemble. J'ai même un jeu de rôle dont l'existence même, alors c'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est un système de world building, dans lequel le principe, c'est que tout le monde se met autour de la table pour créer de manière participative avec des post-it un univers de jeu.
D'ailleurs, Trop chose bien. que j'aimerais bien, je ne sais pas si ce serait intéressant, mais je me suis dit ça pourrait être rigolo en live de montrer toute cette session de préparation d'un univers en commun pour voir le brainstorming des gens et voir comment les gens réfléchissent ensemble, parce qu'honnêtement, je l'ai fait plusieurs fois et tout le monde s'éclate. Moi, je voudrais une ref au Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai envie de mettre un monolithe parce que mon truc en ce moment, c'est de foutre des monolithes partout dans mes univers. Voilà, j'ai envie de mettre des armes magiques. Bah, moi, j'aimerais qu'il y ait de la technologie. Du coup, on peut se dire, ouais, mais attends, on est en train de parler de fantasy. Et tu veux rajouter de la technologie dedans, c'est bizarre. Bon, quelqu'un joue à Zelda dernièrement ou pas? On en parle ou pas? Voilà. Donc ça peut partir très très loin, hein. Un voyageur du futur qui arrive. Hein. Voilà. Donc en vrai, sur la base de la base, même si je pense qu'on fera d'autres dossiers où on va peut-être aller un peu plus dans le détail, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le JDR. C'est une expérience participative qui, sincèrement, pour l'instant, j'ai vu très peu de personnes qui sont totalement imperméables. Ça arrive. Même si je pense sincèrement que c'est surtout une question de vouloir se mettre dedans. Mais Et globalement, d'univers c'est... peut-être aussi. Et d'univers aussi. Ah oui, alors par contre, tous les univers ne correspondent pas à tout le monde. Ça, je suis parfaitement d'accord. Par exemple, je sais que moi-même, j'ai mes univers sur lesquels je suis rien à foutre. Pendant des années, Cthulhu ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, c'est devenu une de mes références incroyables. Donc, et certaines personnes ne veulent pas faire du médiéval fantastique. Certaines personnes veulent faire du médiéval fantastique plus au Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire des voyages, pas forcément beaucoup de combats, beaucoup de moments d'introspection. Il y a des jeux de rôle où il n'y a aucun combat. Pourquoi pas? J'en ai plusieurs, c'est très intéressant. Les jeux d'horreur, comme Alien ou Ars Goetia, pour le coup, que j'ai présenté aujourd'hui, qui est aussi un jeu un peu horreur. Donc, il y a tout. Et c'est un hobby qui est très accessible dans un premier temps, que vous pouvez faire comme moi et en faire un trou Afrique. C'est un choix personnel. Mais Vous pouvez faire comme moi et juste participer à des campagnes de JDR et vous amuser voilà, avec les copains. voilà. Et vous pouvez rencontrer tout plein de gens comme ça. Moi, voilà. Mon voisin, on est devenu potes parce que c'est un rôliste. Et on fait des parties tous les mois. Donc voilà, on a 2 campagnes en cours. C'est ça. Et ensuite, suffit de trouver un moment où se rejoindre entre potes. Et puis voilà, l'avantage, c'est que ça ne demande pas beaucoup de ressources. C'est plus sympa en présentiel. Si c'est compliqué, vous pouvez le faire en ligne. Moi, du coup, je le fais beaucoup en ligne maintenant. Et partagez notre chaîne pour financer la chaîne. S'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, donc, tout ce que vous avez à fournir, honnêtement, c'est un set 2D à 10 balles. Un crayon de papier, je pense que vous n'avez même pas besoin de le payer parce que vous en avez déjà un. Éventuellement, une gomme. Une imprimante pour imprimer une feuille de jeu de personnage, et encore, vous n'êtes même pas obligatoire parce que vous pouvez le faire sur une feuille de papier blanche. Bon, c'est un peu cheapos, mais c'est faisable. Ça se fait. Et puis voilà. Et puis Et c'est c'est parti. pour... Voilà, exactement. Et puis du coup, ma dernière partie que j'aimerais faire sur ce point, c'est que, ok, mais l'offre de JDR aujourd'hui, elle est colossale. Et à une époque, alors que j'allais dans un Games Workshop à Créteil, il y avait un jeu de rôle, c'était Donjons et Dragons 3.5, et il y avait genre un bouquin de chaque, et encore, il n'y avait pas le manuel des monstres, du coup on avait acheté que les 2 premiers, sans le manuel des monstres, donc on a dû inventer toutes les stat blocks pour les bestioles au début, parce que Je c'était vois. quasiment introuvable. Ah ouais, sinon il fallait acheter des Warhammer, quoi. Et comme dit Thibaut, Et au maintenant, il y jour, a un rayon JDR ah mais à vous Cultura. allez à Cultura, vous avez un rayon JDR. Vous allez dans une boutique comme les Trolls de jeu, vous avez des JDR de partout, et ça fait la même taille que les jeux de plateau. Donc, l'offre aujourd'hui, elle est colossale. Ça peut être effrayant, et c'est pour ça que ma liste des recommandations pour débuter le JDR. Oui. J'ai fait une liste simple de 3 recommandations francophones et de 3 recommandations non francophones. Et encore, j'ai un peu triché sur non francophones, j'y reviendrai. Avec des plus ou moins petits prix d'ailleurs, si vous voulez juste tester et pas forcément dépenser votre thune, parce que Donjons et Dragons, avec tout l'amour que je lui porte et tout le respect que j'ai pour lui, c'est quand même 3 fois 50 balles pour pouvoir jouer, mais on y reviendra. Donc, ma première recommandation dans les recommandations francophones, c'est le fameux jeu de rôle qui m'a permis de présenter à cette jeune femme qui était prof. Et c'est un jeu de quelqu'un dont je parle beaucoup, qui s'appelle Kobayashi, qui s'appelle Tranchons et Traquons.
Dans Tranchons et Tracons, vous pouvez revivre l'excitation des tout premiers jeux de rôle avec des règles un peu bancales, des personnages stéréotypés, de l'or, du sang, pas de théorie oiseuse ou des personnages mystiques, rien que vous, votre Clémor et 2d6. Euh, Bachon! et ouais, c'est un peu le concept. C'est-à-dire vraiment, c'est un livre de Kobayashi, un génie de la création de règles simples, fun à jouer, des créations de personnages vraiment drôles et tout de suite on s'attache à son propre personnage. C'est un auteur de Streetchia, de Rat in the Wall, qui est un jeu de rôle aussi incroyable qui est gratuit pour information, et de l'incroyable que j'ai présenté Black Sword Hack. C'est vraiment pas un nul. Et ce que j'aime beaucoup avec Tranchons et Tracons, si vous êtes débutant, c'est qu'il y a déjà des conseils pour les MJ. Le jeu est vraiment, pour moi, est vraiment très orienté débutant. Et la création de personnages possède un tout petit truc qui, pour moi, la met au-dessus des autres créations de personnages. C'est que pendant que vous créez votre personnage, à un moment, vous allez jeter des dés pour lui déterminer une possession. Et cette possession, elle ne sert pas à grand-chose. Ça peut être une pipe gravée dans de l'os de dragon. Ça peut être un parchemin d'un de vos maîtres qui n'a jamais été terminé. Et en fait, c'est un petit objet qui, très vite, quand les joueurs m'ont demandé qu'ils n'y avaient jamais joué, ils m'ont dit « Mais à quoi il sert ?» J'ai dit « Il ne sert à rien d'autre que raconter l'histoire de votre personnage. » Et en fait, pendant l'aventure, ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé pourquoi ils avaient cet objet pour eux. Un truc qui servait à rien pour le gameplay, un truc qui ne servait à rien d'autre que la narration, ce qu'ils voulaient dire à ce moment-là, qui s'étaient impliqués dans leur personnage. Et là, ça veut dire que vous avez gagné à la grande loterie du JDR. C'est cool. Ouais, la création est super facile, les règles de jeu sont d'une simplicité monstrueuse, ça ressemble beaucoup à Mahamot. La création de perso se fait pour un groupe de 4 en 20 minutes. Voilà, pour information, Donjons et Dragons, pour un personnage, il faut compter 45 minutes. Les personnages sont très vite personnalisés malgré les classes, les classes qui peuvent avoir l'air de se ressembler. Ils apprennent très très vite à dépasser le stade de mon personnage est une feuille de papier. Il y a un univers qui est médiéval fantastique très générique, mais suffisamment amené avec simplicité pour qu'on se mette dedans et qu'on puisse y jouer vite. Et le livre contient une aventure de présentation très bien faite qui vous amène à affronter des sangrelins et à découvrir un château à infiltrer, un truc super intéressant. Le jeu est à tout petit prix, si je vous dis pas de bêtises, il est à 15 ou 20 balles, disponible en impression à la demande sur Lulu. Donc il est disponible que en ligne, mais voilà, avec les frais de port, vous en avez peut-être pour 25 € pour un jeu tout en un sur lequel vous pouvez déjà passer 200 heures facile pour faire une campagne. Parce que voilà, les Bon personnages rapport peuvent qualité-prix. évoluer. Ah oui, oui, et puis honnêtement, c'est un jeu que j'ai adoré, auquel j'ai pas mal joué, et bien entendu, 100% en français. C'est pour ça que je le recommande aujourd'hui en numéro 1, parce que ça reste un des jeux les plus accessibles et les plus user-friendly que j'ai jamais vu. Excellemment bien écrit. Alors, en deuxième, et c'est par pure provocation que j'ai pas mis Donjons et Dragons à cette étape-là, parce que pour moi, Donjons et Dragons, je vous expliquerai pourquoi je l'ai mis qu'en troisième, c'est aussi étrange que ça puisse paraître, c'est l'appel de Cthulhu. J'aurais pu choisir un milliard d'autres jeux de rôle que l'appel de Cthulhu, parce que ça reste quand même 2 pavés de 300 pages. Pourquoi l'appel de Cthulhu par rapport à autre chose C'est qu'en fait, les années 1920, c'est un univers que les gens arrivent facilement à s'approprier et à se mettre en tête parce que globalement, il suffit de regarder quelques films sur ces époques-là, des films noirs, éventuellement des films un peu plus proches de cette époque comme Le Parrain, ou voilà, des films sur la prohibition. Et on a cette époque où les gens avaient des chapeaux en feutre et des cigares dans le bec, à rajouter avec une dose de mysticisme et des créatures fantasmagoriques à rencontrer. L'appel de Cthulhu, c'est un jeu qui est très intéressant parce que ces règles, malgré leur densité assez importante, restent, surtout pour cette 7e édition, très très accessible. Et surtout, le livre est très 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 documenté. Les règles sont très bien décrites, les aides OMJ sont très bien écrites, il y a toute une partie sur comment vous aider à masteriser une partie de jeu de rôle, comment vous aider à mettre en place de la tension, comment faire une aventure plus enquête. Et en fait, c'est que les enquêtes, c'est quelque chose qui peut avoir l'air de faire peur à écrire, mais qui en réalité est très facile à écrire.
Une enquête, c'est prenez une situation, un meurtre, rajoutez quelques indices dans votre tête, décidez de les disséminer quelque part et vous verrez que les joueurs vont plus se mettre des bâtons dans les roues à monter des plans sur la comète que de réellement à résoudre l'enquête. Donc du coup, c'est quelque Tellement vrai. chose voilà, c'est quelque chose de très chronophage qui vous permet de tenir une partie de 5 heures avec 4 lignes sur un bout de papier. Donc du coup, voilà, c'est très facile à mettre en place. Rajoutez à ça, alors il faut aimer la cosmologie de Cthulhu, mais puis je fais mon speech. Alors, j'ai pas pu vous montrer Tranchement de Dragon parce que je l'ai prêté. Mais voilà, mais l'appel de Cthulhu, c'est quand même un gros bouquin et il y a quand même beaucoup d'informations dedans. Mais voilà, il y a beaucoup de sortilèges, mais ça, vous n'êtes pas obligé de les lire au début. Vous n'avez pas à lire tout, enfin, vous n'avez pas à connaître par cœur à quoi sert le manuel de la mer morte. On s'en fout. Par contre, toute la partie sur, vous voyez, présenter les horreurs du mythe, comment les présenter, comment rajouter de la tension, comment jouer des entités extraterrestres, ou la fameuse, oui, l'incroyable phrase « Regardez ailleurs, ne vous sauvera pas », pour expliquer qu'à un moment, les joueurs vont devoir faire face à des choses qui vont mettre leur mental en péril. Et c'est Ils pour ça vont que je trouve... devenir fous. Mais complètement. Et c'est quelque chose de très intéressant à jouer parce que les personnages étant plus proches du réel que sur un jeu médiéval fantastique, les joueurs vont avoir tendance à plus facilement s'y identifier, surtout que si vous êtes débutant, lorsque vous jouez à votre première fois, je vous recommande de jouer un personnage qui est proche de vous. Si vous êtes un jeune homme noir de 25 ans voilà, qui a grandi dans un environnement pas forcément super favorisé, ne vous obligez pas à jouer un personnage noble, blanc et une femme de surcroît. Non, jouez quelque chose de proche de vous. Jouez quelque chose que vous n'aurez pas de difficulté à interpréter. Parce que voilà, j'ai eu beaucoup de nouveaux joueurs qui ont tout de suite voulu partir dans des trucs un peu étranges, mais ça peut partir très vite dans le cringe si vous connaissez pas trop les codes du JDR et que vous êtes déjà pas très à l'aise avec l'interprétation. Donc commencez par jouer vous dans un autre univers. Et ensuite, on verra. Voilà. Et ensuite, je veux une fée. Exactement. Ne jouez pas Cthulhu tout de suite. Non, mais voilà, l'appel de Cthulhu, c'est super intéressant. Le système de règles est en fait beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il y a juste à la création de perso, peut-être un peu costaude. La seule chose que je recommanderais si vous êtes débutant, c'est peut-être d'avoir un MJ au moins un peu expérimenté. Parce que le plus gros travail sur un univers tel que celui-là, c'est plutôt de côté du MJ. Si vous êtes MJ débutant, tapez plutôt sur Tranchant des Dragons. Ensuite, si vous êtes motivé, que vous adorez les nouvelles de Lovecraft, allez-y. Vous serez, à partir du moment où vous êtes dedans et que vous connaissez les nouvelles, que vous avez les codes et que vous avez envie d'écrire un truc sur Cthulhu, ça passe crème. On fait une partie quand? Normalement, on a dit que cet Halloween, c'était Cthulhu. Oui, mais tu nous as parlé d'autre chose tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est pas pour cet Halloween de cette année. Ou sinon, on fera Ok. peut-être 2 trucs. On verra. Ok. Bon, honnêtement, c'est pas de gaieté de cœur. Mais je pouvais pas recommander des jeux de rôle pour débutants, même si c'est pas vraiment un jeu de rôle pour débutants pour moi, mais je vais m'expliquer. Je peux pas ne pas parler de Donjons et Dragons. Alors, C'est le classique. voilà, ceux qui ont un œil, bon, ils se rendront compte que c'est pas Donjons et Dragons, c'est normal, j'ai pas Donjons et Dragons 5. J'ai Dragon, qui est Donjons et Dragons 5, édition française, avec des règles supplémentaires. Toutes les règles de DD sont dedans. Donc c'est la même chose, juste que voilà, chacun sa version, moi c'est Dragon. Pourquoi Donjons et Dragons? C'est simple, il y a une raison super simple, c'est le jeu de rôle le plus joué au monde. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes débutant et que vous voulez rentrer dans un univers, que vous voulez obtenir les codes, Donjons et Dragons, vous tapez Donjons et Dragons sur Instagram, vous aurez des mèmes à plus savoir qu'en faire, vous aurez des MJ qui vous partagent des conseils de jeu, vous aurez des gens qui vous donneront des stat blocks de monstres qui ne sont pas dans le manuel, vous aurez des gens qui vous partageront des anecdotes sur leur partie, qui vous apprendront à être MJ avec ces règles-là. C'est le jeu le plus documenté avec le nombre de ressources partagées le plus colossal au monde. Et malgré le fait que c'est loin d'être mon jeu de rôle préféré pour un milliard de raisons que je pourrais vous présenter un jour, je ne peux pas dire sciemment, que c'est un mauvais jeu de rôle, parce que c'est faux. C'est un très bon jeu de rôle. Il faut aimer les combats longs. C'est ça mon problème principal avec ce jeu. Mais c'est vraiment pas un souci quand vous êtes débutant.
C'est un jeu de rôle avec une profondeur de gameplay, de création de personnages, d'univers qui est infini. Vous voulez jouer dans un univers de dark fantasy, vous pouvez jouer à la campagne de Strahd. Vous connaissez les livres de Donjons et Dragons et voulez vous faire une orgie de ça. Prenez la campagne de Vecna dans laquelle vous sautez dans tout le multivers. Vous avez envie d'être dans un bordel monstrueux, jouez à Planescape et allez parler à un crâne volant qui lance des sortilèges en ouvrant la bouche. Il y a de tout. Il y a absolument tout dans Donjons et Dragons. Et les règles restent suffisamment abordables. Ça reste un jeu dit très crunchy, c'est-à-dire que c'est quand même très basé sur son système de jeu. Les combats peuvent durer de 30 minutes à 2 heures, si vous êtes un groupe de 4. C'est un choix. Ça peut être tordu, beaucoup de gens pourront vous donner des règles maison pour écourter les combats, pour faire en sorte que ce soit différent. Il n'y a pas de souci. Le problème quand on est débutant, c'est que souvent on hésite un peu à faire du house rule, parce qu'on a peur de casser un peu la dynamique de jeu. Donc, je vous recommande quand même de suivre les règles de base et de prendre, d'ailleurs, si vous décidez de commencer le jeu de rôle et que vous n'avez pas envie de payer les 3 bouquins 50 balles, il existe une boîte en français pour débutants qui s'appelle, je crois que c'est la campagne du Dragon des Tempêtes, un truc dans le genre, ou au pire je le laisse, ça je pourrais vous le ramener. C'est une campagne pour débutants qui est extrêmement bien écrite, sur laquelle vous pouvez jouer toutes les classes du niveau 1 au niveau, je ne sais plus si c'est 4 ou si c'est 7, avec plein de quêtes différentes qui vont de aller trouver une quecatrice à aller trouver un artefact pour un magicien et aller affronter un de ces fameux dragons tempête. Et je crois que la boîte est à 30 ou 40 balles. Avec en plus, cerise sur le gâteau, si vous êtes que 2, donc un MJ, un joueur, des règles pour jouer des suivants qui vous accompagneront dans les donjons et qui seront des PNJ qui accompagneront le joueur, un peu comme dans Baldur's Gate au final. Règles qui ne sont même pas dans le bouquin de base. Petit bonus. Voilà. Et je vais vous retrouver ça. La boîte d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes. Voilà. Qui est une... excusez-moi, mea culpa. Merci beaucoup, Tipo. Excellente campagne, livrée avec un set 2D, livrée avec des cartes, avec des feuilles de personnages, campagne complète, les personnages jusqu'au niveau, je sais plus, je crois que c'est, on va dire 5, parce que je me souviens plus trop, les personnages jusqu'au niveau 5, ce qui vous suffit à faire la campagne, ce qui peut déjà vous prendre pas mal d'heures, et c'est à 20 balles. Vous êtes débutant, honnêtement, cette boîte, c'est de l'or en barre pour l'initiation. Surtout, étant une boîte d'initiation, vous avez des goodies pour vous aider à apprendre à jouer, les cartes pour mettre vos petits pions, etc. Et tout est fait pour vous donner des conseils de jeu. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle je suis obligé de vous recommander dans un top 3 Donjons et Dragons, parce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de matériel pour que vous appreniez à jouer sereinement. Puis honnêtement, ça reste un bon jeu. Et ben on va terminer sur des recommandations pas francophones, même s'il y a des petits trucs cool. Ouais, mais ça c'est là c'est juste parce que je peux me permettre de présenter du JDR en chaîne. Je l'ai déjà présenté, Tiny Dungeon. Alors honnêtement, si je devais en mettre un number one de chez One, ce serait celui-là, parce qu'il est trop bien, parce que c'est super simple, c'est trop bien, parce qu'en fait les règles tiennent sur 4 pages et que tout le reste c'est des monstres et des univers de jeu avec des règles supplémentaires. Sympa. Et c'est tout. Et les dessins, ils sont trop beaux. Et la jaquette est trop belle. Remonte bien en face de la cam. Ouais, exactement. Ah oui, putain, ma cam, elle est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est un bouquin qui est super bien écrit. Si vous acceptez de parler anglais, il coûte une 30aine d'euros. Vous avez plus d'une 20aine de races. Vous n'avez pas de classe. C'est un système sans classe. Vous n'avez pas à être guerrier, vous n'avez pas à être prêtre, vous n'avez pas à être voleur. C'est vrai que je n'ai pas spécialement parlé des classes dans la présentation, on en parlera un autre jour. Mais voilà, c'est un jeu dans lequel en fait vous êtes défini par vos compétences, par ce que vous savez faire. Et le système est méga simple. Vous prenez 2d6. Si un des 2d fait 5 ou 6, c'est réussi. Fin. Et vos compétences disent, dans cette situation, au lieu d'en jeter 2, vous en jetez 3.
Vos désavantages, c'est au lieu d'en jeter 2, t'en jettes qu'un. Et c'est à vous de vous mettre dans la bonne situation. Donc c'est un jeu qui se concentre vraiment sur le roleplay. Et je crois que ça doit être un des jeux de rôle que j'ai le plus joué. Parce qu'il est super simple à mettre en place. Quand on veut faire un one-shot, si on a besoin de faire une partie d'1 heure, que vous me laissez que 5 minutes de préparation, j'utilise ça. Il n'y a pas de souci. Et Thibaut a raison, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui étaient là, des gens qui m'ont tendu la main. Bref, je ne vais pas la faire en entier. Oui, non. Voilà, donc Tiny Dungeon, c'est un jeu qui malheureusement n'a jamais été traduit en français, qui était la suite d'un financement participatif. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, je crois, une trentaine d'univers qui ont été rédigés par des auteurs différents, dans lesquels vous avez vu dans des trucs plus ou moins technologiques, plus ou moins évolués. Et il y a une campagne qui se passe entièrement sous l'eau, dans laquelle vous jouez des créatures aquatiques. Sympa. Une campagne que j'ai jamais jouée, qu'il faudrait que je fasse un de ces quatre, parce qu'honnêtement, incroyable comme concept, genre. Faire une campagne dans un truc aussi fermé, fallait le faire. Et si vous voulez en voir plus sur Tiny Dungeon, si je dis pas de bêtises, je l'avais présenté sur la première émission. Si je ne dis point de bêtises. Je crois, oui. C'était une de tes premiers avis. Apparemment, c'était pour la première. La deuxième ? La deuxième, peut-être. Ou alors t'en as parlé que sur ton compte Insta. Alors, j'ai peut-être parlé... Ah ouais, je ne l'ai pas présenté. Bon, voilà. Écoutez, c'est chose faite. La prochaine émission sinon, voilà, la prochaine émission, je détaillerai, ouais, parce que c'est un jeu incroyable. Ensuite, alors là, c'est un petit piège. C'est le... Pourquoi c'est un petit piège ? Parce qu'en fait, il existe en français. C'est juste qu'il n'y a jamais eu de traduction officielle. Alors, quels sont les avantages de Kern si vous voulez apprendre à jouer ? Et mi figue mi raisin. Parce qu'en fait, c'est un jeu de rôle vraiment très à l'ancienne, dans lequel vous n'avez pas beaucoup de compétences. Vous en avez 3. Vous avez votre force, votre agilité, votre intelligence. Enfin, votre volonté, ça s'appelle. Et vous avez un score qui va osciller entre 3 et 18. Si vous avez 10, quand vous voulez faire une action, vous lancez un D20, il faut faire en dessous. Donc si vous faites en dessous de 10, c'est une réussite. Voilà. Si vous faites un 1, c'est une réussite critique, c'est l'inverse de Donjon Dragon. Si vous faites un 20, c'est un échec critique. Et votre personnage est défini par son équipement. En fait, pour évoluer, il faut surtout bien vous équiper, bien vous préparer. Quand vous arrivez dans un donjon, quand vous arrivez dans un environnement, c'est globalement ce que vous avez sur vous qui va vous aider, plus que vos compétences, parce que vos personnages n'en ont pas vraiment. Vous pouvez en rajouter par la suite, mais c'est plutôt votre intelligence en tant que joueur qui va vous permettre de résoudre les situations. Et c'est un environnement qui, du coup, stimule beaucoup plus votre imagination et votre inventivité. Kern possède une version VF qui a été adoubée par l'auteur du jeu, puisqu'il existe même une version russe, pour vous dire. Non, mais il y a russe, il y a indien, il y a espagnol, il y a brésilien, il y a... Et je crois qu'il y a même une version chinoise. Bref. Donc, il y a vraiment... Tout le monde y est passé parce que c'est un jeu qui possède l'avantage d'être gratuit. L'auteur a fait un site internet sur lequel toutes les règles sont disponibles gratuitement et le PDF est disponible gratuitement sur Itch.io. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Kern étant une des réussites OSR, le style de jeu de lequel ça appartient, j'y reviendrai un autre jour, le plus représenté, et en fait, il y a beaucoup de contenu. Vous pouvez trouver très facilement des aventures gratuites, des campagnes gratuites pour jouer à Kern. Je recommande Dos et de Sève, qui est une campagne en monde ouvert dans un environnement qui est en guerre, entre deux pays qui sont en guerre, dans lequel vous essayez de survivre en plein milieu d'une guerre, qui se joue avec Kern. Et là, du coup, je peux le présenter. Alors ça, c'est la 2e édition. Il n'y a pas encore de version française, mais je pense que ça arrivera. Donc c'est la première fois que l'auteur a décidé de faire un truc un peu plus conséquent. Donc il y a même 2 livres dans lesquels il y a pas mal de règles en plus. Mais ça, c'est surtout que... surtout qu'il s'est amusé à rajouter des dessins sur les monstres. Voilà. D'ailleurs, le flagelleur mental de toute beauté. Magnifique. Donc, c'est un jeu de rôle auquel j'ai pas mal joué. Il est vraiment bon. Et l'avantage de la simplicité de ces règles, c'est qu'elles sont très facilement adaptables à plein d'univers.
Si vous voulez jouer dans un autre univers, en fait, que la médiéval fantastique, vous pouvez. Il y a des adaptations de Cairn. Par exemple, Liminal Horror, c'est un jeu d'horreur un peu comme Cthulhu qui tourne sur les règles de Cairn. Voilà. Et des trucs comme ça, vous en avez moult. Youhou! Voilà. Donc, faussement anglophone parce que la version officielle est anglaise. La deuxième version est pour l'instant qu'en anglais, mais il y a une trad VF. Et la Bon. régie nous a mis le lien dans le chat. Exactement. Et Cairn, du coup, a inspiré plein de jeux, et notamment, il a inspiré un jeu qu'on m'a demandé de mettre, qui s'appelle Perils and Princesses. Parce qu'on l'adore! Parce qu'on l'adore. Alors, en vrai, à la base, je voulais pas le mettre parce que je me disais, ouais, mais jouer des princesses, c'est chelou. Mais en vrai, le système de jeu de Perils and Princesses, il est oufissime. Il est trop bien. Vraiment, le système des D6 pour la magie, c'est du génie. Et c'est pareil, c'est un piège, parce que qu'est-ce qui s'est passé en fin d'année dernière? Il y a une version française qui a été financée, donc le jeu est trouvable aujourd'hui en français. Et le jeu, il coûte, je sais plus, 25 balles, je crois. Donc, Et dans ce jeu, tu peux jouer une princesse qui se bat avec une poêle. exactement. Et les règles sont issues de Cairn, donc c'est les mêmes trois. Alors ils appellent ça des vertus, et elles n'ont pas tout à fait le même nom que force, agilité, volonté, mais c'est la même chose. Et en plus de ça, il y a un système de classe où il y a la princesse qui a inspiré la Belle au Bois dormant, celle qui est plutôt inspirée de Mulan, etc. Et elles ont des compétences avec un système de D6, mais que je trouve génial, où plus vous lancez de dés et plus vous faites un haut score, plus votre compétence est forte. Mais quand vous faites un ou deux sur un dé, bah, vous ne pouvez plus le réutiliser jusqu'à ce que vous vous reposiez. Donc, il y a une idée de risque quand vous utilisez une compétence. J'ai utilisé une compétence, il y a un monde où ça va être super fort, je vais être renforcé, du coup, je pourrai utiliser mes pouvoirs. Mais il y a un monde où bah, je vais perdre cette ressource et je ne pourrai pas l'utiliser avant un moment. Et bah, en fait, moi, personnellement, une de mes parties préférées du JDR, c'est le resource management. C'est quand on fait en sorte de vérifier bah, qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire qui peut nous servir? Oui, mais si je m'en sers maintenant, je ne vais plus pouvoir m'en servir après. Faire attention à utiliser bien ses compétences et à survivre jusqu'au lendemain, quoi. Et c'est totalement dans cette ambiance-là. Le livre, en plus, honnêtement, est de toute beauté. Ah, il est magnifique. Encore une fois, ouais, le niveau design, il déboîte, je trouve. De toute façon, il est inspiré de Morgborg dans sa mise en page. La poêle, la fameuse poêle à frire. Puis là, littéralement, on avait Typo qui était en mode, la poêle à frire, incroyable cet engin. Et donc, du coup, et voilà, et les princesses qui sont aussi trop bien. Donc, comme vous l'avez vu, on a fait une campagne basée sur l'aventure qui est dedans, qui est très bien, je trouve. Et du coup, que j'ai poursuivi voilà, à ma sauce dans la suite et qui va encore se poursuivre dans la campagne que je suis en train d'écrire, n'est-ce pas, qui n'est pas prête, mais qui le sera un jour, bien entendu, et sur laquelle on jouera, j'espère, un bon moment. Donc, on va reprendre des princesses. Voilà, Perils and Princesses, si vous n'avez pas peur. Alors ensuite, le jeu dit, si vous voulez pas jouer des princesses, vous pouvez jouer des princes ou des espèces de héros. Hein. Au final, c'est une couverture. Vous voulez dire, vous voulez jouer la princesse qui a un animal de compagnie, rien ne vous empêche de jouer un héros. Mais c'est quand même vachement plus drôle de jouer des princesses. De mettre une perruque. Et voilà. Et voilà. Et si vous matez comment on a joué dessus, on s'est quand même vachement marré parce que le setting est fun. Et si vous respectez le setting un peu conte de fées tout pété, c'est vraiment drôle. Donc, c'est un excellent jeu de rôle. Je m'y attendais pas. Quand j'ai vu le speech au début, je me disais, oh, je vais prendre ça pour rigoler. Et au final, quand j'ai lu, j'ai fait putain, merde, c'est vachement bien. Et pour l'anecdote, j'ai trouvé les règles tellement bien que je suis en train de faire une adaptation de The Witcher avec les règles de Perils and Princesses. Donc, voilà, les règles sont en pré-alpha, mais voilà, j'ai déjà fait une séance de test. Et c'était complètement cassé, mais bon, c'est normal. C'est normal, c'était le test. Le tout premier test, il est toujours pété. Donc, et ben, je pense que c'est la fin de cet article sur les bases du JDR. Si vous avez des questions, des choses à approfondir sur lesquelles on pourrait faire une présentation comme ça et entrer un peu plus dans le détail de choses que vous voudrez connaître, est-ce que ce sont les différents types de jeux dont on pourrait parler? Est-ce que c'est un jeu en particulier? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser au final? Surtout, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on pourra faire un article comme ça et présenter plus en détail
c'est quoi le JDR et surtout qu'est-ce que vous pouvez y faire. Donc, est-ce que Donc, tu as un mot de la fin, Nighties? j'allais dire, du coup, n'hésitez pas à nous contacter, enfin, à nous le dire sous la vidéo du replay, sur nos réseaux de Rescue Ouais, Geek ou sur les posts. nos Ouais. réseaux perso à Sonata et à moi, donc Scarlet Crown et Books of Scientific, vous verrez. Et sinon, si vous voulez continuer à découvrir le JDR, n'hésitez pas à aller voir nos différentes aventures qu'on a déjà fait en live. C'est très fun et ça pourrait vous en apprendre plus. Nous avons l'aventure sur Peruvian Princesses qu'on vous conseille pour démarrer, qui est très très fun, où vous allez nous voir en princesse. Notre aventure dans l'univers de Nullbuck, un peu façon Donjons et Dragons du coup, où il s'est passé des choses très très fun. Alors, petite remarque à ce sujet-là, je ne recommanderais absolument pas le Donjon Nullbuck pour les débutants. Jamais. C'était un peu complexe. Mais à regarder, ça peut être intéressant pour vous. Par contre, les règles sont gratos. C'est ça. Et sinon, un truc un peu plus original, nous sommes en pleine campagne de Mahamot, dans un univers un peu futuriste. Il s'est passé des choses de dingue. Vous avez déjà les replays dispo et on continue l'aventure demain soir en live. Donc si jamais ça vous tente, venez nous voir demain. Avec un monde où on finit et avec un monde où il y aura enfin un mort. C'est incroyable parce que les morts, ils sont toujours off caméra. Toujours. Mais là, il y en aura peut-être enfin. Enfin voilà. Et merci la régie pour tous les liens. Merci toutes les images, toutes les choses. Aujourd'hui, putain, elle a fait un taf de fou. C'est ça. Vive la régie. On l'adore. Ouais. Et puis, voilà mon dernier mot. Est-ce que tu as un autre petit dernier mot? Puis sinon. Villebrequin. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ben, non, bah, voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Et puis du coup, agrandissez vos wishlists de bouquins et de JDR. Et faites du JDR par pitié. Yes. Vous avez même le droit d'en faire dans la romantisie si ça vous éclate. Voilà. On peut tout faire. On peut tout faire. Sur ce, bonne soirée à tous et puis bonne nuit. À la prochaine. Et à plus. Et à demain. Et à demain.